Thierry Homel, bonjour. Tu es le François. directeur du Forum prospectif de l'Afrique de l'Ouest développé par l'association Futurisme International. Est-ce que tu peux nous dire en quelques minutes quels sont les principaux enjeux, les principales questions clés qui se posent pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest à moyen et à long terme, c'est-à-dire dans les 10 à 30 prochaines années? Merci François pour cette vaste question. Alors, bon, déjà je vais peut-être rappeler un petit peu l'espace dont on est en train de parler, qui est effectivement une zone assez grande. L'Afrique de l'Ouest, telle qu'on l'entend, ça couvre à peu près 5,1 millions de kilomètres carrés, ce qui est supérieur à la superficie de l'Union européenne. Donc on est sur un espace assez vaste et assez hétérogène. Néanmoins, sur cet espace assez vaste et assez hétérogène, on retrouve un certain nombre de questions clés et communes qui embrassent l'avenir de la zone en général. Parmi ces questions, évidemment, certaines sont très médiatiques. La première étant évidemment la question sécuritaire, sur laquelle on va peut-être revenir un petit peu. Une autre question dont on parle beaucoup, surtout en lien avec les évolutions des politiques d'aide françaises, sont les questions de démographie. Et peut-être aussi les questions d'évolution des systèmes de gouvernance et des évolutions démocratiques de ces États, en lien avec des logiques de décentralisation d'un côté et d'intégration régionale de l'autre. Je vais essayer d'en parler très rapidement. Ce qui est intéressant sur ces questions, c'est que non seulement elles ont une acuité, mais qu'en plus elles divisent. Elles divisent la communauté des analystes. Si on prend la question sécuritaire, elle est regardée, je vais rester caricatural parce que le temps imparti est court, de deux grandes façons. La première façon de l'aborder est de considérer la résurgence, l'émergence, je ne sais pas comment il faut le dire, de problématiques liées à une évolution de l'islam. On est donc dans une logique de menace islamiste, dans lequel certains acteurs, certains experts considèrent qu'on a une nébuleuse globale et qu'on aurait des espèces de franchises localisées, notamment dans le bassin sahélien et dans l'espace du lac Tchad, qui sont des espaces sur lesquels nous allons effectivement travailler. Ça, c'est une des premières visions et qui amène forcément une réponse qui est la lutte contre le radicalisme islamiste. D'autres chercheurs ont une vision un peu plus contrastée, non pas qu'ils nient la composante islamiste de cette menace, mais ils y ajoutent de gros éléments qui renvoient plutôt au contexte de gouvernance locale. Autrement dit, ils regardent ces mouvements non pas comme des franchises, mais comme des mouvements autonomes qui se développent dans des États faibles, dans des zones enclavées, où l'État, d'une certaine manière, ne joue pas son rôle. Et le ressentiment des populations les pousserait, donc l'absence de développement, si je reste encore une fois un peu caricatural, les pousserait soit à prendre les armes, ce qu'ils ont fait dans d'autres cadres que le cadre islamiste auparavant, des coupeurs de route, des attaques, des milices, et à s'enraciner localement au sein des populations. On a là deux bandes de l'intervalle, d'un côté une grande menace islamiste, de l'autre des acteurs qui vont non pas nier cette dimension islamiste, mais plutôt insister sur le contexte local de la résurgence de ces menaces. C'est certainement la dialectique entre ces deux hypothèses qui va nous intéresser dans le forum, car elle n'amène pas les mêmes éléments de réponse en termes de que peut-on faire. Si d'un côté on est en face d'une menace islamiste, il est évident que la contre-insurrection et l'intervention de troupes sur l'espace africain est naturelle, puisque l'ennemi n'a pas de frontières et qu'il faut donc le combattre partout. Si de l'autre côté on est dans un jeu qui est beaucoup plus local, la manière d'intervenir, non pas qu'il ne faille pas le faire, est peut-être pas la même que celle qui doit être pensée si on est sur une logique de menace globale. On se retrouverait plutôt dans une logique, puisque le problème serait développementiste, où il faut associer des stratégies de développement à des stratégies sécuritaires, ce qui n'est manifestement pas facile à faire, et nous allons essayer de faire travailler des acteurs là-dessus. La deuxième chose dont on peut éventuellement parler, qui est une tendance assez lourde, puisqu'on est quand même sur une dynamique d'analyse prospective qu'on peut observer dans cet espace, c'est la problématique de la démographie. Alors la démographie sahélienne, certaines personnes, en référence à notre démographie et nos évolutions, la qualifient carrément d'anomale. Anomale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le moment, on a un indice de fécondité moyen sur l'espace de l'Afrique de l'Ouest qui est de 5,6 enfants par femme, ce qui est assez conséquent, avec des pointes qui tournent autour de 9 au Niger, et des pays qui sont peut-être un petit peu en dessous de 5. On est en tout cas très largement au-dessus de la dynamique européenne qui est à 1,6. La conséquence de ça, c'est qu'on va avoir, qu'on intervienne ou pas, on va en reparler, on va avoir plus de jeunes. On va avoir plus de jeunes sur cet espace, et évidemment, étant donné la situation de pauvreté
assez fortes qui y règnent déjà et les contraintes sur l'emploi. L'emploi y est plutôt informel, basé non pas sur de fortes qualifications, mais sur des compétences que les gens acquièrent tout au long de leur vie plutôt qu'à l'école. Que va-t-on pouvoir faire de ces populations qui vont croître? Donc, ça paraît peut-être un peu abstrait, 5,6 enfants par femme en tant qu'indice de fécondité, mais ça veut dire qu'on pourrait avoir 800 millions de personnes sur cet espace aux alentours de 2050, ce qui est vraiment conséquent, avec des capacités de création de travail qui pour le moment ne sont pas du tout à la hauteur. On peut avoir plusieurs logiques de développement pour essayer effectivement de nourrir et d'amener ces jeunes à avoir du travail. On peut penser secteur moderne. Alors le secteur moderne est pour le moment complètement atrophié, mais qui dit grossissement de ce secteur moderne implique aussi un effort de développement, un effort sanitaire pour que les populations soient en bonne santé et qu'elles soient dûment qualifiées pour pouvoir attraper des jobs qui sont beaucoup plus qualifiés que ce qu'ils font aujourd'hui. Néanmoins, le problème, c'est que ce secteur moderne a des difficultés à créer de l'emploi inclusif et les jeunes que nous allons avoir ne pourront pas tous se former sur un espace de temps qui est relativement court, qui est un espace de 10-15 ans. Donc d'autres acteurs ont des logiques qui ne sont pas celles du développement du secteur moderne, mais plutôt du maintien et de la transformation de l'activité qui reste l'activité principale de la région, c'est-à-dire l'activité agricole. Et on voit aujourd'hui les acteurs du développement pas mal évoluer d'une logique de grands projets agricoles avec effectivement des projets très capitalistiques, à une intensification qui serait agroécologique. Pourquoi agroécologique? On ne peut pas tout mentionner, mais il y a aussi quand même une grande fragilité de cet espace en termes de problématiques environnementales, une surexploitation d'un certain nombre de zones et d'un certain nombre de ressources. L'espace est grand, mais les populations sont concentrées là où se trouvent les ressources, et une sensibilité, une fragilité très forte au changement climatique. Dernier point dont on voulait éventuellement parler, la transition ou l'évolution des systèmes de gouvernance des États d'Afrique de l'Ouest. Encore une fois, il y a beaucoup d'États. Alors la CEDEAO, pour le moment, il s'agit de 15 États membres, donc il est difficile de tous les mettre dans le même panier. Mais là encore une fois, des logiques convergentes, des agendas de politique publique qui tous mettent en avant des problématiques de décentralisation et la nécessité de cette décentralisation. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a des territoires qui sont très inégaux dans la répartition des ressources. Les ressources sont essentiellement concentrées dans les systèmes urbains principaux, les capitales, et on a des régions complètement encadrées qui souffrent de développement, régions dans lesquelles d'ailleurs se sont installées les menaces sécuritaires dont on parlait auparavant, puisque malheureusement tout ça est lié. Donc des agendas de décentralisation. Quel est l'avenir de ces agendas? Ils ont de grandes difficultés à se mettre en place. Force est de constater que même dans les pays européens, la décentralisation n'est pas une mince affaire. Donc quand on a des ressources limitées, c'est encore plus compliqué. Et fait contextuel aujourd'hui, on va dire que la question sécuritaire a changé l'allocation des ressources. Beaucoup de dépenses sont désormais consacrées, et c'est fort compréhensible, aux problématiques sécuritaires, et ces ressources-là ne vont pas sur l'évolution de la gouvernance publique. Donc des tentatives de décentralisation avec des pays qui avancent, pas à marche forcée, mais qui avancent relativement bien. Ce sont d'ailleurs les pays qui ont les territoires, on va dire, peut-être les mieux contrôlés, comme le Sénégal, le Ghana, etc., ont des agendas de décentralisation plutôt bien réussis. De l'autre côté, des pays qui sont plus à la peine dans la mise en œuvre de ces logiques de décentralisation et qui pourraient aussi être aidés par un autre phénomène qui intéresse la zone, à savoir l'intégration régionale. On a dans cet espace territorial une myriade d'institutions, certaines sont sectorielles et dédiées à des problèmes de sécheresse, d'autres sont des institutions multilatérales. Force est de constater que la CEDEAO est quand même une institution assez modèle à l'échelle de l'Afrique ou du continent africain. Pourquoi? Il y a une véritable intégration économique, il y a une circulation des personnes qui est en train de se mettre en œuvre, évidemment il reste des entraves. Il y a une économie qui commence à peser, hein, c'est quand même la 17e économie du monde, mais on voit bien, exactement comme à l'échelle des pays, des déséquilibres qui sont encore très forts avec des pôles d'attraction, des pays moteurs comme le Nigeria, et d'autres, notamment les pays enclavés, qui souffrent encore de développement et qui ont effectivement besoin de cette intégration régionale pour avancer. On pourrait poursuivre, mais ça sera l'objet du forum.